Bonjour, je m'appelle Julie Imbert, je suis photojournaliste, j'ai 32 ans, j'habite à Toulouse. Je suis membre d'un collectif de photojournalistes latino-américains qui s'appelle LATE et membre de l'agence Hans Lucas. Pourquoi tu es allé en Ukraine? En juillet 2022, moi j'étais en reportage en Arménie et je suis rentrée à Toulouse en août pour enseigner le français à l'université d'été, donc toujours à Toulouse Jean Jaurès. Et hasard, dans mon groupe, j'avais 10 Ukrainiens et 2 Latino-Américains. Donc si tu veux, c'est des cours de français assez intensifs et j'ai vraiment créé du lien avec mes étudiants, dont de nombreux Ukrainiens. Et c'est de là qu'a commencé à germer en moi cette idée d'aller documenter le conflit. Comment ça se met en place le fait, comment on prépare le fait d'aller dans une zone de conflit comme ça en tant que photojournaliste? À quoi on doit penser? Alors tout d'abord, d'un point de vue, on va dire organisation, c'est quand même mieux d'avoir 1 ou 2 contacts. Donc moi j'y allais à mon compte, je n'avais pas de commande, donc pas de fixeur, mais j'avais cette étudiante ukrainienne, Irina, que j'aime très fort, qui m'a dit « je peux t'héberger, je pourrais aussi te servir d'interprète ». Et donc ça c'est précieux, enfin vraiment c'est un cadeau parce qu'on n'a pas tous cette chance. Donc partir en Ukraine, ça voulait dire aussi se procurer très rapidement une accréditation. Et donc là, Wilfried Estève, il a été vraiment top parce qu'il a pu faire ça très rapidement. Et je suis allée à Paris, donc au bureau de Reporters sans frontières, pour récupérer un gilet pare-balles et un casque. Donc bien sûr, tu laisses un chèque de caution. Et ce qu'il est intéressant de savoir, c'est que les journalistes peuvent aussi récupérer ce matériel à Kiev, parce que Reporters sans frontières a une antenne là-bas. Donc c'est important aussi de partir avec quelques économies, parce qu'effectivement, tu ne sais pas vraiment ce que tu vas vivre. Donc c'est toujours bon d'avoir un peu de sous sur toi. Voilà. L'élève que tu avais à l'école, donc Irina, elle a aidé à te mettre en contact avec des gens et elle t'a hébergé, c'est-à-dire qu'elle est venue avec toi en Ukraine ou il y avait des gens sur place qui t'ont hébergé? En fait, Irina avait sa mère et sa fille en Ukraine. Et Irina a décidé de revenir habiter, donc pas tout à fait à Kiev, mais à Oboukiv, donc c'est à 20 minutes à peu près en bus, je dirais, 20 minutes, une demi-heure. Et donc elle m'a reçue chez elle. Et en amont, bien sûr, c'est très important de savoir quelles sont les histoires qu'on aimerait raconter. Parce que quand tu pars à ton compte, je ne sais pas combien de photographes sont allés en Ukraine depuis le début du conflit, mais beaucoup. Donc l'idée, c'était, avec Elina, de réfléchir à des personnes, des lieux stratégiques où j'allais pouvoir mener à bien ces récits. Voilà, j'avais 2-3 fils rouges. Mais bien sûr, je laissais une place au suspense parce que tu ne sais pas ce qui peut se passer. Peut-être qu'une fois sur place, tu as un nouveau sujet qui se présente et c'est chouette aussi. Donc là, toi, tu es à Toulouse et tu es parti jusqu'à Kiev ou à côté. Comment on se rend de Toulouse à Kiev pendant un moment de conflit? J'ai fait des recherches et j'ai trouvé 2 itinéraires, donc soit avion jusqu'à Cracovie et bus jusqu'à Kiev. Dans mon cas, c'était bus Toulouse-Kiev, donc 2 jours et demi. Voilà, parce que ça m'intéressait en fait de... Je pense que le reportage, il a commencé dans le bus. Et justement, oui, c'est ça que je voulais te poser comme question, c'est quel type de personnes tu avais avec toi dans le bus? Alors déjà, il y avait un couple adorable, Allah et son époux, donc chauffeur, et elle, c'était l'hôtesse. Et le bus était plein de femmes, d'enfants et aussi d'animaux de compagnie, donc des chiens, des chats. Mais il faut savoir que tu ne t'arrêtes pas seulement dans différentes villes pour prendre des passagers, tu t'arrêtes aussi pour prendre des paquets. Ça peut être des vêtements chauds. J'ai vu plusieurs groupes électrogènes, des fours. Donc, en fait, les personnes d'ici, les Ukrainiens d'ici, envoient des cadeaux à leurs proches qui sont en Ukraine. Donc, c'est vraiment un long trajet. Tu remontes à Paris, tu prends des gens, tu rencontres des familles sur le trajet, mais voilà, essentiellement des femmes, des enfants.
Et est-ce que tu as eu des difficultés particulières pendant le trajet ou tu as réussi à aller à Kiev sans encombre? Est-ce que les passages de frontières étaient compliqués? Le trajet, il a été long, donc la question qu'on se posait tous, c'était est-ce qu'on va arriver avant l'heure du couvre-feu ou pas? Parce qu'il y a cette possibilité aussi que laissent les chauffeurs. Si on arrive à une certaine heure, dans ce cas-là, on peut passer une nuit de plus dans le bus, sur le parking, dans la gare. C'est toujours plus sûr que de sortir pendant le couvre-feu. Et donc des contrôles, oui, il y en a eu. Et quand j'ai montré mon passeport en entrant en Ukraine, on m'a demandé pourquoi j'étais là, si c'était pour du tourisme ou du journalisme. Et donc bien sûr j'ai répondu, voilà, presse, photographe, et ils ont été super, vraiment super gentils. Donc finalement vous avez fini à Kiev pour ce début de voyage. Est-ce que tu as pu voir un peu la ville? C'était quoi l'ambiance à Kiev? Enfin, c'était étonnant parce que j'imaginais une ville peut-être pas vidée de tous ces hommes, mais j'étais surprise, par exemple, dans le métro. Si tu veux, il y avait, oui, beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes. Les gens allaient au théâtre, à leur cours de Zumba. Et c'est ça qui était beau aussi, c'était de se dire, ben, la vie, elle continue. Alors c'est vrai qu'il y a encore des sacs de sable à côté de certaines églises. Ça porte un nom, hérisson quelque chose. Moi, je les appelle les étoiles métalliques. Tu peux en voir au bord de la route. Donc, tu sens que c'est encore un peu tendu. La guerre est dans tous les esprits. Il y a des sirènes. Donc ça peut être, je me souviens, toute première, deuxième nuit en Ukraine. Et là, j'entends la sirène. Il était 00h30. Et je savais que ça voulait dire attaque aérienne. Mais à part avoir mon sac tout prêt à côté du lit, ben, je savais pas trop quoi faire, juste être bien attentive. Et je me suis rendu compte que pour les Ukrainiens, c'était une habitude, si tu veux. Je sais qu'une après-midi, j'ai invité Elina au restaurant parce qu'elle a consacré beaucoup de temps à la traduction, elle a été vraiment au top. Et on est en train de déjeuner, puis là, elle reçoit un SMS, comme beaucoup d'autres, comme probablement tout le monde dans la salle du restaurant, en fait. Attaque aérienne, chercher un abri, en gros... Cachez-vous, sauf que tout autour de moi, j'ai observé que les gens en fait continuent à manger et plusieurs Ukrainiens m'ont dit il faut bien continuer à vivre. Donc c'est vrai que tu sens un peu le décalage, mais alors il y a les coupures d'électricité. Enfin, c'est vrai qu'après c'est une habitude je sais pas s'il faut dire une habitude à prendre, mais on sent bien que le quotidien s'organise. Donc les habitants, en fonction de leur quartier, ils ont une sorte de petit planning, si tu veux, avec normalement les heures de coupure, mais c'est plus ou moins bien respecté. Donc c'est particulièrement difficile pour les mères de famille ou de familles nombreuses. Quand est-ce que tu lances une machine à laver? Enfin, c'est des détails importants. Puis le ballon d'eau chaude, il se remplit grâce au système électrique. Donc ça veut dire aussi rationner les douches, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que l'électricité reviendra, et donc l'eau chaude. Et donc il y a des bougies chez tout le monde, et les gens... Moi, je me souviens du coup de la belle-mère d'Irina, qu'on entendait parfois, je ne vais pas dire crier de joie, mais qui disait « Ah, l'électricité est revenue !» Tu vois, et elle allait pouvoir continuer à faire ses petites activités. Mais c'est vrai que c'est l'hiver, et quand tu es plongé dans l'obscurité, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de courant, c'est lourd pour les familles au quotidien. C'est pas facile. D'accord. Et donc, sur place, tu m'as dit que tu avais pu avoir des contacts via Irina, tout ça. Qu'est-ce que tu avais prévu de faire des choses précisément? Est-ce que tu as pu faire ce que tu avais prévu? Oui, je me suis servi des échanges que j'avais avec Irina pour réfléchir en fait aux thématiques qui m'intéressaient. Et un soir, elle m'envoie une photo de sa fille qui avait donc une bague de fiançailles. Et elle m'a dit, ma fille a rencontré son petit ami il y a quelques mois. C'est un petit peu précipité, mais je les comprends tellement parce qu'ils sont pressés de vivre. Et j'ai trouvé ça beau. Et je me suis dit, parce que l'un des enjeux aussi de ce voyage, c'était de trouver des sujets peut-être un petit peu originaux et des histoires qui réchauffent le cœur. Parce qu'on a vu beaucoup de clichés, des choses parfois assez insupportables à regarder, qu'il faut montrer. Mais je pense que c'est important de nourrir de nourrir notre imaginaire à nous en tant qu'Européens.
c'est pas le mot imaginaire, mais tu vois, oui, il y a beaucoup de cadavres et c'est franchement difficile à voir. Et il y a le deuil, et il y a la peur, il y a toutes ces émotions qu'il faut montrer. Mais il y a aussi ces gens pressés de vivre qui continuent à vivre, qui font l'amour et qui se marient plus tôt que prévu, même parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer demain. Donc ça a été mon focus principal, c'était les histoires d'amour chez les jeunes, les Ukrainiens. Est-ce que dans tes projets, est-ce que tu as rencontré, dans tes différents reportages et tout ça, est-ce que tu as eu des interactions avec des locaux? Qui c'est que tu as rencontré en fait pendant ton reportage? Oui, donc il y a eu ces jeunes amoureux et puis aussi des collectifs de femmes, des femmes un petit peu âgées déjà, mais super dynamiques et pleines de vie, avec la frontale ou la lampe du téléphone qui fabriquaient donc des camouflages. Donc t'imagines des structures en bois un petit peu comme une tente, avec un filet solidement accroché. Et puis les femmes en fait avaient au préalable découpé des tissus couleur kaki, couleur militaire. Et donc elles faisaient des petits nœuds à chaque petite case pour vraiment faire un camouflage. Donc il y avait ces femmes-là. Et puis il y en avait d'autres que je n'ai pas pu photographier. Donc je n'ai photographié que leur production. Donc des femmes qui fabriquaient des bougies pour les soldats au front. Et c'est vraiment le système D, c'est une autre de mes histoires justement, le système D. Et oui, la débrouille en fait, tu vois, c'était dans le quartier, récupérer dans des seaux, si tu veux, les morceaux de bougies, la cire, fabriquer des mèches en carton, et puis avec des boîtes de conserve, hein, donc ça va de la boîte gourmet, nourriture pour chat, à la grosse boîte de pâté. En fait, tout ça va être utilisé pour faire des bougies, pour les décorer. Donc parfois, les mèches, elles sont en forme de cœur. Je peux t'en montrer une, j'en ai une juste ici. Voilà. Et tu vois, elles sont envoyées dans des cartons avec des mots plein d'amour et vraiment beaucoup d'encouragement pour les soldats du front, en fait. Mais c'est pareil, c'est un petit peu difficile de documenter parfois parce que tu ne peux pas dire l'endroit. Même dans tes photos, tu dois bien réfléchir au cadrage parce que le lieu ne doit pas être reconnu. Mais c'était une belle preuve de confiance déjà de m'accepter dans ce lieu et de me laisser photographier les différentes étapes des créations. Donc ça, c'est des bougies qu'elles envoient ensuite sur le front ou c'est pour les gens, c'est sur le front qu'elles les envoient? Oui, pour les soldats, oui. D'accord, pour qu'ils puissent éclairer là-bas avec le côté on pense à vous, on est là. Voilà, le soir pour manger. Et donc il y a des petits mots avec et parfois même elles ont écrit au feutre directement sur la bougie. Et donc c'est des petits cadeaux qui, j'imagine, font chaud au cœur. Qui c'est que tu as pu rencontrer d'autres pendant tes reportages en Ukraine? Donc nous étions avec Irina et Sofia, donc une jeune Ukrainienne de 17 ans, une jeune soignante, dont la maman travaille, pareil, dans le domaine de la santé dans l'armée. Et Sofia tenait particulièrement à me montrer un immeuble qui avait été bombardé par les Russes il y a déjà plusieurs mois. Et, belle surprise, cet immeuble était déjà en train d'être reconstruit. Donc les filles ont très poliment demandé au chef de chantier si je pouvais rentrer faire des images. Et là, j'ai rencontré Léonide, donc un des ouvriers, assez réservé, mais je le sentais fier, tu vois, de participer à la reconstruction. Enfin, symboliquement, c'est beau. Enfin, c'est ce vers quoi je tends. C'est ce que j'ai fait en Arménie aussi, tu vois, de reconstruire le paysage. Voilà, ça nourrit, ça donne de l'espoir. Même les passants s'arrêtaient pour voir ils en sont où des travaux. Tiens, regarde, ils reconstruisent. Et donc, Léonide avait autour de lui plusieurs outils et je lui ai demandé d'en choisir un pour poser, sachant que bien sûr tout était très noir, hein, il y avait, t'imagines les explosions, tout ça très noir avec des fenêtres dont une que je trouvais parfaite parce qu'en fait c'était le cadre pour Léonide. Donc on avait tous les bris de verre et tout ça, ça mettait vraiment en valeur cette personne-là, cet ouvrier. Qui a donc choisi une perceuse super imposante et il l'a tenue spontanément comme si c'était une arme. Et je me suis dit, ok, on y va. Et je lui ai envoyé la photo quelques jours après et je l'ai trouvé vraiment touchant. Et c'est
c'est ce que j'aimerais continuer à documenter éventuellement, la réparation. Des armes, des vrais, j'en ai vu un peu plus tard. Ensemble, nous sommes allés donc avec Irina, Sofia et la maman de Sofia. On est allés à Bucha en voiture. Donc tu as toujours quand même des checkpoints et c'est toujours bien d'avoir l'accréditation en Lucas sur toi parce que on voit photojournaliste, ah ok. C'est toujours un peu impressionnant même quand tu es dans le bus, ça peut arriver. Même pour aller jusqu'à Kiev, donc Obukiv, Kiev c'est pas très loin, mais je me souviens de cette matinée où nous sommes dans le bus avec Irina et un soldat monte pour contrôler les documents et tu sais d'avoir l'arme qui te frôle la jambe et ce regard sérieux, très respectueux, hein, ça impressionne quand même un petit peu au début. Puis ensuite, tu t'y habitues. Donc après Léonide, donc là tu as beaucoup rencontré finalement de civils, de gens qui sont à l'arrière, qui reconstruisent, qui construisent et tout ça. Est-ce que tu as pu rencontrer des militaires qui avaient pu voir le conflit ou qui avaient des zones touchées par le conflit un peu plus durement? Voilà, sincèrement, je te dirais que l'un des endroits qui m'a le plus marqué, c'était la ville de Bucha, dont on a beaucoup parlé. J'y suis allée avec donc Irina, l'ange gardien dont je te parle depuis le début, Sofia et sa mère. Donc la mère de Sofia travaille pareil dans le domaine médical, dans l'armée. Et donc nous sommes allés rejoindre un jeune homme qui a participé à la libération de la ville. Il se trouve que ce jour-là, c'était l'anniversaire de son épouse. Nous n'étions pas au courant, donc il était plutôt joyeux. Et il a quand même pris le temps de venir avec nous, de nous consacrer du temps et de nous montrer des cachettes dans la forêt de soldats russes. Donc il y avait aussi des traces de tanks en fait, des miroirs encore attachés aux branches, des escaliers, enfin des sortes d'échelles créées à même les arbres en fait. Et puis, donc je prenais des images et puis en même temps, ce jeune homme qui parle très bien anglais m'a partagé des anecdotes qui étaient vraiment très fortes. Et je me souviens encore quand on sort de la forêt, il me montre une voiture calcinée. Il y avait même des petites fleurs séchées, enfin c'était à la fois poétique et vraiment assez insupportable en fait d'imaginer une petite famille. Et là justement ce jeune homme plonge, si tu vas à l'arrière de la voiture, il récupère une petite chose blanche et il me dit tiens regarde, ça c'est probablement un morceau d'os du petit garçon qui était assis derrière. Et bon, forcément ça secoue et puis en même temps je suis aussi là pour écouter les histoires, pour les documenter. Et l'appareil, le boîtier quand même, c'est parfois une cachette précieuse. Je sais que pour pas trop montrer les émotions, je vais avoir tendance parfois à sortir le boîtier. Peut-être pas tant pour la carcasse de la voiture que pour les émotions que je préférais garder pour moi. Donc oui, les histoires en fait, elles sont dures, mais je pense que c'est important de les écouter parce que ce jeune-là, il avait vraiment pris du temps pour nous. Je me souviens particulièrement comme un grand cimetière de voitures, donc plein de carcasses de voitures, vraiment calcinées quoi, avec aussi un gros morceau de tank russe. Il y avait une personne qui cherchait des pièces métalliques à récupérer, et puis il y avait nous. Et puis beaucoup de nuages, c'était vraiment un jour gris, froid. C'était un mélange de vêtements, d'objets, de civils qui n'avaient pas pu fuir la ville. Et puis il y a cette voiture, mais ça je pense que ça va me rester en mémoire, avec au moins, j'ai photographié sur la dernière photo, il y en avait 46 impacts de balles. Parce qu'en fait sur cette voiture-là, il y avait un début d'investigation, comment on dit oui. Tu vois, il y a un début d'enquête. Voilà, une enquête avait commencé à être menée et puis ensuite, imagine, avec malheureusement toutes ces personnes qui sont mortes, c'était juste impossible de mener toutes ces enquêtes. Et là, de voir, si tu veux, cette montagne de voitures et puis d'avoir ce jeune homme qui racontait les histoires, bon, il a ramassé beaucoup de ses amis en morceaux. Et d'ailleurs, à un moment...
Voilà, il m'a montré des photos. Tu vois, ça, c'était à l'entrée de Bucha. Il s'est passé ça. Regarde ici les tanks. Ça, c'était mes amis. Lui, il est mort. Et puis là, tout d'un coup, je vois un bras. Tu vois, juste un bras sur la route. Un bras arraché. Après, je vois une tête et beaucoup de sang. Et là, c'était ma limite, en fait. Et je lui ai dit le plus poliment possible, avec beaucoup de respect, mais je lui ai dit, je ne souhaite pas avoir plus de photos. Je préfère prendre un beau portrait de toi ici. On était sur un parking de supermarché qui était déjà reconstruit, mais c'était un lieu important pour lui. Donc j'ai pris le temps de faire ce portrait. Et il a rangé son téléphone et je pense que c'était bien comme ça. Parce que... ouais, c'était un peu dur d'entendre ces histoires et de voir ces images. Mais franchement, je suis ravie de l'avoir rencontré. Enfin, j'ai zéro regret. C'était une journée absolument magnifique. Donc en sortant de cette forêt, j'aperçois des tranchées des petites tranchées que j'ai envie de photographier. Donc les femmes et ce jeune homme me disent oui, vas-y. Donc je descends de la voiture, je fais une ou deux images. Et là, j'entends une voix, mais alors, si tu veux, pas besoin de traduction pour comprendre que je n'étais pas la bienvenue. Mais comme moi, je pensais que c'était OK, j'ai juste regardé cet homme, je lui ai dit bonjour en ukrainien et j'ai continué à faire quelques images. Donc là, c'était un gradé militaire, un peu en colère, qui m'a dit qu'est-ce que... Donc je montre ma carte et en fait, il m'a confisqué le boîtier. Sur le boîtier, il y avait l'objectif, le grand angle de Patrick, il n'y avait pas le cache, et à l'intérieur, il y avait toutes les images que j'avais faites ce jour-là. Si tu veux, tous les soirs, bien sûr, je sauvegardais sur l'ordi, le disque dur, tu essaies de t'organiser pour ne pas perdre de photos. Mais là, j'étais franchement prise au dépourvu, et puis il disparaît derrière un portail métallique. Là, il y a justement la maman de Sophie qui va négocier, en fait. Elle me regarde et elle me dit, j'y vais. Et là, j'ai trouvé le temps long, si tu veux, parce que tu ne sais pas s'ils vont supprimer tes images, qu'est-ce qui va se passer. Et puis en même temps, tu les comprends parce qu'ils ont envie de s'assurer des images que tu vas diffuser. Enfin, je peux comprendre aussi. Donc j'attends, j'avais rien à me reprocher en soi, donc j'attends. Et le gradé ressort et me demande de lui montrer comment est-ce qu'on peut voir toutes les images sur la carte SD. Donc je montre les deux boutons à manipuler. Et donc, il retourne derrière le portail et après un long moment, il revient, l'air apaisé. La dame qui m'accompagnait me fait un clin d'œil, donc je comprends que les images n'ont pas été effacées. Et là, il me dit, donc c'est Irina qui traduit bien sûr, mais il me dit si tu veux faire de bonnes photos, suis-moi, j'ai des endroits encore mieux à te montrer. Improbable. Et donc, ascenseur émotionnel. Et là, je regardais Lila, on y va, oui. Et donc, il monte dans son, je crois que c'est un 4x4, on fait une bonne grosse voiture. Et puis, on l'a suivi pour découvrir de nouveaux lieux. Enfin, et c'est ça aussi, je trouve, la magie, quelque part, du reportage. C'est que tu ne sais pas vraiment qui est-ce que tu vas rencontrer. Et puis, finalement, si je n'étais pas descendue de la voiture pour faire la photo de cette petite tranchée, je n'aurais probablement pas rencontré cet homme-là. Donc, c'était un beau cadeau, quoi, vraiment. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui tu as gardé contact ou est-ce que vous vous êtes dit, bon bah merci, au revoir et c'est parti? Si, j'essaie de toujours prendre les contacts, au moins, peut-être, même si c'est juste Messenger ou WhatsApp, déjà parce que ça fait toujours plaisir aux gens de recevoir un portrait. Je me souviens d'un moment où il y avait vraiment comme un cratère, donc dû à une explosion. Et je réfléchissais en fait à comment cadrer pour montrer l'ampleur, si tu veux, du trou. Et donc lui, mais c'est un mec baraqué, tu vois, il me dit si tu veux, je peux aller dans le trou et tu fais un portrait et tout. Alors j'ai dit ok. Et donc ces images-là, c'est toujours agréable de les recevoir. C'est des personnes qui ont pris le temps, qui donnent avec plaisir leur contact. Donc ouais. Après, ça demande un petit peu de temps, choisir les images, les éditer, mais je trouve que c'est important. Ouais. Et je vois là, juste à côté, je vois que tu as un blason. Est-ce Oui. que ça vient de lui ou ça vient de la zone? Alors, ça vient du jeune homme qui nous a reçus en tout début de journée et qui était avec nous. Voilà, donc c'est le blason de Bucha que je garde précieusement en souvenir. Attends, blason. J'ai aussi celui-ci. Sophia, donc tout ce qui est les équipes paramédicales. Voilà, pour les petits souvenirs.
sur une note un peu plus peut-être joyeuse, donc on a eu les bougies, tout ça, est-ce que tu as rencontré d'autres gens qui essayaient tu parlais de reconstruction, mais même de créer, de construire des choses pendant ce temps-là? Oui, j'ai rencontré Vitali, donc toujours grâce à Irina. Donc Vitali, qui est un photographe, il fait aussi de la vidéo et il est très doué aussi en graphisme. Et Vitali a organisé à Kiev une superbe expo. En fait, il a rassemblé les travaux de nombreux photographes qui avaient couvert la guerre dans leur pays. Et grâce à Vitali, j'ai rencontré une jeune artiste qui s'appelle Molly Root. Je peux te montrer, j'ai une illustration. Donc, elle travaille exclusivement à l'encre noire. Voilà, donc ça, c'est l'illustration qu'elle m'a offerte juste avant que je parte. Voilà, donc Molly, elle a un atelier dans un grand bâtiment. Comment te dire, c'est assez impressionnant parce que souvent, il y avait... Je suis allée 2 fois dans son atelier, coupure d'électricité. Donc elle travaillait à la bougie. Elle avait quelques cadres au plafond. Tu sais, une ambiance très calme. Et puis même, j'ai vu une paire de pantoufles et je l'ai interrogée. J'ai dit, mais oui, parfois je dors ici. Je suis comme une petite chouette, un oiseau de nuit. Je ne sais plus comment elle l'a dit, mais en fait, elle crée. Elle aime particulièrement la nuit parce que c'est calme. Et voilà, donc Molly a un beau projet, mais je le garde secret pour l'instant. Un beau projet, on va dire, entre dessin, didactique et milieu militaire. Voilà, sur les artistes. Après, j'ai été fascinée par ces femmes qui font, je ne sais pas si tu as déjà vu ces petites poupées. Donc, c'est des souvenirs, des petites choses qui m'ont été offertes. Donc, ça, c'est des poupées typiquement ukrainiennes, en fait. Et justement, il n'y a rien sur le visage, si j'ai bien compris, pour que toi, tu puisses imaginer le visage, en fait. Voilà, donc vraiment, rien que ça, je trouve que c'est magnifique. Tu vois cette poupée? Tu vois cette petite-là aussi? Donc c'est... Des petits souvenirs d'Ukraine, quoi. Des gens que tu as rencontrés et qui t'ont donné des choses. Est-ce que tu as pu parler un peu, de temps que tu étais dans la maison d'Irina, avec Sofia, avec sa maman, l'impact que ça a sur ces femmes? On en a parlé avec Irina, mais pas dès le premier soir. Et c'était avec justement autour d'une bougie, petite infusion dans la cuisine et moment un petit peu de partage de secrets, de confidence et voilà, un peu vider son sac parce que en fait, t'es la mère de famille, tu essaies de rester forte, mais voilà, c'est aussi une épouse. Elle a à la maison aussi sa belle-mère qu'elle doit soigner, donc t'imagines que avec les coupures d'électricité, c'est pas toujours évident, même de prendre rendez-vous dans des établissements médicaux. En fait, ça conditionne tout ton quotidien. Et puis, quand t'as pas l'électricité, donc t'as pas vraiment de réseau, comment est-ce que tu as des nouvelles de tes proches? Ouais, c'est très douloureux. Et puis, il y a cette... Ce qui est triste aussi, c'est que tu te rends compte que c'était des peuples, je crois qu'on peut dire que c'était des peuples frères. Et même parfois les personnes qu'Irina interviewait gentiment pour moi, je me rendais compte qu'elle répondait, ces personnes-là, en russe. Et Irina me disait combien c'était important en fait de se réapproprier, si tu veux, la culture ukrainienne qui est leur et aussi de faire hommage à leur langue. Tu vois, parce que parfois c'est juste quelques sonorités qui changent dans un mot, mais c'est vrai que clairement, quand quelqu'un disait da, je comprenais que c'était russe, alors qu'en ukrainien, on dit tak. Et je sens que parfois, malgré eux, certains parlaient russe, et ils se reprenaient pour parler ukrainien comme pour affirmer, tu sais, mais tu sentais que, oui, que toute leur enfance, ils avaient entendu parler russe, et que finalement, c'était un peu comme des grands frères, mais que maintenant, tout est trop douloureux, en fait. Donc, on en a parlé, mais pas trop non plus, parce que c'était très dur. Pour elle et pour de nombreuses femmes, quoi. Et puis quand ton mari part en mission secrète, que ce soit avec une arme ou... J'ai connu des femmes dont les maris travaillent dans le domaine médical.
et eux, ils partent sans avoir l'autorisation de communiquer à leur épouse le lieu d'arrivée, à quelle heure, quand est-ce qu'on va repartir, qu'est-ce qu'on a fait dans la journée, rien. Donc les femmes, en fait, elles n'ont pas de nouvelles. Et c'est super angoissant. Tu as dit au début de l'interview que tu voyais des gens, quand ils arrivaient de Toulouse en bus vers Kiev, qui avaient, et dans les villes, dans les différents stops que pouvait faire le bus, différents matériels qui avaient été rapportés. Donc toi, tu arrives avec une Ukrainienne qui est rentrée au pays après avoir, pour retrouver sa fille et sa mère et sa famille de manière globale. Est-ce qu'elle a rapporté des choses là-bas et est-ce que toi, vu que tu étais en contact avec eux, avec des Ukrainiens qui étaient en France, est-ce que tu as fait le pont entre ces Ukrainiens qui étaient séparés? Oui. À l'aller dans la valise, à côté du gilet pare-balles, j'avais quelques bouteilles de vin. Si tu veux, c'était ma façon de remercier les personnes qui ont pris du temps, qui nous ont reçus. Donc j'avais de la place pour prendre au retour effectivement des petits paquets. Donc Irina a envoyé des cadeaux par exemple pour des Français qui l'ont très bien accueilli ici. Donc des cadeaux et aussi j'ai ramené des médicaments pour des Ukrainiennes ici, des médicaments qui sont difficiles à trouver en France. Ouais, c'était important. C'était bien, j'avais de la place. Tu sais, si on peut filer un coup de main, on le fait. D'accord. Et est-ce que tu as des nouvelles, des gens qui sont restés sur place, des gens que tu as pu rencontrer, tous ces gens dont tu nous as parlé juste avant, est-ce que tu as des nouvelles d'eux? Oui. Oui, on correspond surtout via Telegram, donc avec les artistes. Irina, bien sûr, la jeune soignante, Sofia, la fille d'Irina, Maria, qui, elle, en plus de ses études vétérinaires, elle se forme aussi dans une école militaire. Donc tu sens, si tu veux, cet engagement. Enfin, plus j'y pense et plus je me dis, oh, elle est tellement jeune et elle pose avec l'uniforme et elle est fière de porter cet uniforme. Maria, Sofia aussi. Enfin, voilà, des jeunes femmes vraiment super inspirantes et avec qui je suis en contact, oui, encore aujourd'hui et que j'espère revoir. On leur souhaite la paix en fait pour cette nouvelle année 2023 sans trop savoir quand est-ce qu'elle arrivera, mais oui, c'est sûr que ça impacte dans le quotidien et même si les Ukrainiens sont confiants et sont vraiment fiers, si tu veux, de leur militaire, il y a toujours cette crainte quoi, de perdre des proches et puis d'entendre tous les jours en fait à la radio, à la télé, des histoires de massacres. Donc c'est toujours très douloureux, mais garde espoir. Et j'essaie de cultiver justement cette force pour aller de l'avant, parce que comme dit Irina, il faut continuer à vivre.